Merci de nous regarder, fidèles téléspectateurs de Arc-en-Ciel Télévision. Un nouveau décor pour ce nouveau numéro de votre magazine Au cœur de la science. Comprenez donc que c'est la maison Misette Fourniture qui nous accueille pour cette émission où nous recevons Faustin Mbouyou-Galon, à qui nous disons grand merci aussi d'accepter notre invitation. Bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur. Merci beaucoup. Nous parlons de votre livre, Les défis de l'éducation à l'ère de la technologie. D'abord, question de vous présenter. Vous êtes diplômé en philosophie au grand séminaire Saint-Paul de Kambikila. Vous êtes aussi licencié encore en philosophie, cette fois-ci à l'université de Lubumbashi, membre du collectif Kiosque littéraire, mais aussi chargé des opérations et projets à la maison d'édition EPTA à Lubumbashi. Mais ce livre est édité à la maison d'édition Lumumba à Lubumbashi. Alors, les défis de l'éducation à l'ère de la technologie, je sais que vous n'êtes pas le tout premier à écrire sur ces sujets. Plusieurs écrits ont porté sur cette thématique et du coup, vous venez écrire sur ça. La question qui se pose, c'est juste pour éveiller un peu la conscience au niveau de ton entourage sur cette thématique, ou bien c'est pour nous montrer, nous révéler un peu ton constat par rapport à la manière dont les éducateurs sont en train de s'aventurer dans la formation de nos jeunes et de nos enfants. Justement, il y a plusieurs livres sur les défis de l'éducation et il y a plusieurs textes aussi là-dessus sur l'éducation. Celui-ci, c'est une prise de conscience. Une prise de conscience dans le sens où les éducateurs et les éduqués doivent se mettre d'accord pour une éducation qui se veut être publique et où il n'y a plus de réserve. C'est pourquoi même les sous-titres, j'ai dit changeons de stratégie. C'est-à-dire je demande à ce que nous avons toujours eu comme stratégie, ça doit changer complètement. C'est quoi la stratégie que nous avons toujours eue? La stratégie, c'est que nous avons l'habitude d'enseigner. Je prends un exemple. Vous êtes à l'école, le maître enseigne la sauterelle par exemple, et il prend le luxe de dessiner ça au tableau. Pourtant, l'enfant à la maison, à une tablette, il se voit la sauterelle de A à Z. Vous voyez? Alors, quand vous dessinez, c'est comme qui dirait vous êtes en train de demander à l'enfant de fournir l'effort de s'adapter entre la vidéo perçue à la maison et le dessin à l'école, ça bloque. C'est pourquoi j'ai dit de changer de stratégie, de s'adapter à la nouvelle technologie et c'est ça le nouveau langage de l'éducation justement. Parfait. Alors, vous l'aviez dit, je l'ai aussi annoncé, vous n'êtes pas le tout premier à écrire sur cette thématique. Mais c'est quoi la différence entre votre livre, Les défis de l'éducation à l'ère de la technologie, et plusieurs autres livres qui ont traité justement de ces sujets? Est-ce c'est au niveau des défis de l'éducation, quand on prend par exemple en termes de valeurs de contenu, en termes des fondamentaux, ou soit c'est au niveau de mode de diffusion même de l'information, soit de l'enseignement? Je dirais il y a des différences au niveau des approches. Okay. Des différences au niveau des approches parce que quand vous regardez, je pars d'un problème. Et ces problèmes-là, je montre les défis. Et après les défis, je propose une certaine manière d'éduquer. Et c'est aussi une nouvelle, je ne dirais pas une nouvelle méthode, mais une nouvelle approche de parler de l'éducation. Parce qu'il y a bien d'autres écrivains qui ont parlé de ça. Et eux aussi sont partis de leur réalité sociale. Moi aussi, je pars de la réalité sociale, c'est-à-dire de la réalité dans laquelle j'ai vu moi-même. Et j'essaye de présenter cela à d'autres personnes qui seraient à mesure de lire, comprendre et adapter aussi les systèmes d'éducation, si je peux le dire ainsi. Et donc ta ligne de démarcation, ta valeur ajoutée, c'est ton approche que tu apportes à cette thématique? Justement. Et même là-dessus, quand vous regardez ou quand vous lirez le livre, les différents défis que je présente, j'essaye de le présenter, je le démontre, et je présente où est-ce qu'il y a les véritables défis. Parce que quand on parle de défis, on voit d'abord des problèmes qui se passent. C'est-à-dire une question qui se pose et qui nécessite une réponse adéquate. Et dans chaque défi, tel que je le présente dans le livre, je fais ça. Je présente, et je propose à la fin et je dis où est le grand problème.
c'est comme, par exemple, la plupart des gens parlent de la technologie, mais il y a plusieurs manières de parler de la technologie. Il y a la technologie de NTIC, les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Il y a la technologie NBIC, on n'en parle pas trop, mais qui est en train de révolutionner pratiquement le mode de vie, surtout dans le domaine de la biologie, de la médecine et ainsi de suite. Mais cela entre aussi dans l'éducation, parce qu'il est question de la cognition ou de l'intelligence artificielle, comme on le dit. Parfait. Alors, les défis de l'éducation à l'ère de la technologie, lorsqu'on parle de l'éducation, je suis touché par votre définition. Vous dites que l'éducation devrait tenir compte aujourd'hui de ce qu'on a comme la réalité sociale. Non seulement la réalité sociale de notre société actuelle, du besoin de la société, mais aussi du besoin de l'apprenant lui-même. Oui. Ce livre s'adresse non seulement aux éducateurs, mais aussi aux éduqués. C'est pourquoi quand j'essaie de discourir sur un défi, je présente l'aspect où ce qui revient à l'éducateur et ce qui revient aussi à l'éduqué. Par exemple, à l'école, on nous a toujours appris la mathématique ou le calcul, ainsi de suite. De la manière dont mes parents ont appris cela, ça change. À l'époque, moi, j'ai étudié la mathématique ou le calcul ou autre chose. Même de la manière dont le futur où les enfants vont étudier cela, ça va changer. Mais à quel niveau ça va changer? Le changement vient sur les opérations à effectuer. C'est-à-dire, avant, les enseignants étaient beaucoup plus centrés sur le mental de celui qui doit étudier ou celui qui doit faire ses opérations. Mais aujourd'hui, ce mental-là est extériorisé dans une machine qu'on peut appeler aujourd'hui calculatrice. C'est-à-dire, l'enfant n'a plus ce temps-là de réfléchir pour trouver la réponse cachée par l'enseignant. Et justement, la réponse est devant, et c'est ce devant-là que j'essaie ici de dire. C'est-à-dire, le maître doit savoir comment manipuler la calculatrice, et l'élève aussi doit savoir de quelle manière justement manipuler cela, pourvu que ce que le maître cherche et que l'enfant trouve, qu'il y ait ce que j'appelle l'interaction. Tout à fait. Qu'il y ait cet échange et moi j'ai parlé en termes de contrat. Alors, c'est dire que lorsque vous définissez de cette manière-là l'éducation, vous vous dites que par rapport à votre constat aujourd'hui, l'éducation ne tient plus compte du besoin de l'enfant ou soit du besoin de la société. Justement, d'ailleurs c'est ça. Je n'ai pas voulu seulement parler de l'enseignement. Parlons un peu dans nos familles. Avant, quand mon père donnait conseil, tous nous regardions, les parents, disons, mon père, on le regardait dans les yeux facilement et il étonnait, il donnait des conseils, il nous orientait. En commençant par l'aîné jusqu'au cadet, tous nous regardions notre papa. Mais aujourd'hui, regardez ces faits-là. Quand un papa ou une maman donne conseil à son enfant, le petit ne regarde pas le parent ou ne regarde pas la maman, mais le petit regarde son téléphone. C'est-à-dire, avant, nous avions eu une vision ou un regard tourné vers le parent en écoutant ce que les parents sont en train de nous dire. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. On entend sans regarder les parents, mais on regarde ce qui se trouve dans le téléphone. Justement, la position change. Ce n'est plus la position debout comme ça, mais ça devient une position, vous voyez un peu. Et c'est ça que je suis en train de dire. Tout à fait. Et on ne peut pas réprimander parce que personne, justement, vous voyez quand quelqu'un utilise WhatsApp, Facebook et autres, on ne demande pas à quelqu'un de l'utiliser. Ni WhatsApp n'a jamais demandé à quelqu'un, utilise-moi. Vous voyez un peu. C'est quelque chose qui arrive et chacun essaye de prendre la chose. Ou chacun essaie d'être sur Facebook, WhatsApp, ainsi de suite. Et l'éducation aussi doit faire cela. C'est-à-dire, l'éducation doit chercher de quelle manière utiliser les outils que les enfants ou élèves ou étudiants utilisent pourvu qu'elles fassent passer le message. Vous voyez un peu. C'est-à-dire, dans cette éducation, on doit tenir compte des outils que les destinateurs utilisent et les destinataires aussi utilisent, pourvu qu'il y ait, je pourrais dire, cette interaction ou ce message passé. Quand vous regardez même le premier dessin, c'est un peu comme ça. Vous allez voir que
le récepteur par rapport à l'émetteur, la flèche est presque invisible dans les livres, presque invisible. Ça s'explique aussi. C'est ça. Alors, parlons un peu de l'éducateur de lui-même et ses défis par rapport à l'émergence justement de la technologie et ses conséquences sur les méthodes éducatives. Là-dessus, quand vous regardez, lorsque je parle de problèmes de l'éducation formelle, là je vois le milieu éducatif. Je vois en premier la famille, l'école, et je vois aussi la société, on peut mettre les églises et tout et tout. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que les éducateurs sont persuadés qu'ils sont les seuls à posséder les savoirs. Et donc, l'enfant ou l'élève n'a rien. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui ne possède rien du tout, c'est un vide, une table rasa comme on le dit. Alors, le fait que le maître se considère comme étant quelqu'un qui possède et en déconsidérant l'autre, il y a déjà un petit problème. Le problème, c'est qu'avec la technologie, tout le monde a le droit de dire quelque chose, tout le monde est en même temps émetteur, en même temps récepteur de l'éducation. Et ce qui fait que dans l'éducation formelle, les enseignants, les parents ou le prêtre, vous n'avez qu'à constater, même quelqu'un qui est dans une église en train de parler au téléphone alors qu'on est en train de prêcher, c'est que ce pôle-là, récepteur de l'éducation, émetteur de l'éducation formelle, est brisé. Et de l'autre côté aussi, le pôle de récepteur est brisé. C'est-à-dire, tout le monde est sujet de savoir, tout le monde est sujet de l'émission de savoir. C'est ça le grand problème qui se pose. Ce qui pousse les éducateurs à être à la ligne, à la une par rapport aux éduqués. Justement parce que je n'ai pas voulu dans le livre parler d'un petit problème avec des systèmes qu'on nous amène. Par exemple, prenons un exemple plus banal, le système LMD de l'université, où vous donnez aux étudiants un système avec des appareils dont et celui qui enseigne et celui qui doit être enseigné ne savent pas manipuler. Et là, ça pose problème. C'est-à-dire, les enseignants, le parent, le prêtre, le pasteur, tout celui qui est chargé de dire un mot doit être à la hauteur des outils que celui qui doit recevoir utilise. Parce que vous ne pouvez pas, par exemple, interdire à un enfant d'utiliser WhatsApp si vous-même, vous ne savez pas c'est quoi WhatsApp. C'est là que se pose le problème. Et en répertoriant, il y a aussi un défi que j'aime bien, la mondialisation. C'est un défi, en tout cas, que je pourrais dire un défi qui charpente presque tout. Tout le monde veut être comme tout le monde. Tout le monde veut justement manipuler ce qui vient d'ailleurs et se considère toujours partant. Et quand vous regardez la position, c'est une position de gens qui sont déjà nécessairement partis. C'est-à-dire, on cherche toujours à aller vers. Et c'est ça le grand problème aussi dans l'éducation. Pourtant, vous dites que l'éducation traditionnelle est une aliénation idéologique. Voilà, en soulignant cela, je voulais dire une chose. J'ai utilisé la métaphore d'un philosophe, Nietzsche. Il nous a parlé de 3 métaphores. Dans le livre, j'ai essayé de parler de ça, mais en parlant de la métaphore de l'éducation. Qu'est-ce que là, ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que le fait que les éducateurs considèrent que les éduqués sont vides, c'est-à-dire ils n'ont rien, et que eux possèdent le savoir ou la connaissance, ils ont le droit de faire du n'importe quoi sur les éduqués. Même s'il y a des gens qui, à l'école, le maître lui dit « Toi, tu n'es pas capable de maîtriser les mathématiques. » Qui a dit que cet enfant est incapable de maîtriser les mathématiques? Est-ce que c'est son cerveau ou c'est lui qui doit enseigner les mathématiques? Voyez un peu. On essaye de mettre les récepteurs dans, je pourrais appeler dans une caverne ou dans une boîte et on l'enferme là. Et on dit, bon, toi tu es incapable de faire les sections, c'est pas littéraires ou autres, toi tu dois faire les autres choses. Donc on essaye de le mettre
dans un esprit où lui-même ne comprend presque rien. Alors que quand il va à l'université, quelqu'un qui a fait les options, c'est pas littéraire et tout, et il se retrouve en médecine, et il est brillant. Vous voyez un peu. C'est ça les grands problèmes qui se passent dans l'éducation. Pourtant, même dans le livre, je le dis, il y a une différence entre la formation et l'éducation. L'éducation est une transformation, mais la formation, c'est une forme qu'on donne à l'individu. C'est là le grand problème. Or, parlant de la transformation, c'est-à-dire, nous sommes en train de discourir sur toutes les formes qui sont possibles. Mais parlant de la formation, c'est-à-dire, nous sommes en train de discourir sur une forme unique. Et c'est tout. Parfait. Et du coup, vous dites que tout ce que nous avons aujourd'hui comme problème de notre société, c'est la conséquence de l'éducation. C'est par le manque de l'éducation. Alors, comment former aujourd'hui nos jeunes pour répondre dignement, soit pour bâtir cette société? Justement, le 3e chapitre, j'ai essayé de réfléchir là-dessus. Je me suis dit, si j'ai relevé les problèmes et j'ai parlé des défis, je dois proposer quel type d'éducation qu'on doit recevoir. À l'intérieur, j'ai dit une seule chose. De quelle manière, je me pose la question, de quelle manière devons-nous éduquer? J'ai tout simplement dit ceci. C'est important que l'enfant lui-même dise ce qu'il doit recevoir. De quelle manière? J'ai donné un exemple à l'intérieur. J'ai dit que, imaginez-vous qu'un enseignant vous envoie d'aller chercher un appareil pour mesurer une table. Le premier va prendre de l'eau, le second une corde et le troisième va prendre un mètre ruban. De ces 3 élèves, lequel a pris un instrument favorable pour mesurer la table? On ne peut pas mesurer la table avec de l'eau, bien sûr. On ne peut pas mesurer la table avec une corde. Mais celui qui va prendre le mètre ruban, qui lui a dit que va seulement prendre le mètre ruban? Est-ce l'enseignant ou c'est la table de manière indirecte qui a informé? C'est là que se pose le problème. C'est-à-dire, l'enfant laisse les vides. C'est par ces vides que les éducateurs doivent savoir par où et comment je dois combler ces vides. Je n'appelle pas combler, mais comment je dois faire à ce que l'enfant comble ces vides lui-même, de lui-même. Parce que l'objet de l'éducation est extérieur, et à l'éducateur et à l'éduqué. Et à l'intérieur, j'ai dit, il faudrait que les deux passent un contrat. Le contrat, c'est-à-dire quoi? Ce que je souhaite recevoir et ce que vous voulez me donner, qu'il y ait une intersection, c'est-à-dire un intérêt commun. De cet intérêt, on peut bien donner notre éducation. C'est partant de là que la question se pose justement, parce que dans le 3e chapitre, vous parlez du contrat éducatif. Et c'est quoi le contrat éducatif? C'est tout ce que vous venez d'expliquer ici? Le contrat éducatif, disons, si vous le voulez bien, c'est presque ce que je viens de dire, parce que je me suis inspiré de 2 auteurs philosophes, Jean-Jacques Rousseau et Michel Serres, dont j'ai travaillé même là-dessus sur mon mémoire. Le contrat éducatif, c'est très simple, c'est-à-dire quoi? L'intérêt qu'a un enfant et l'intérêt qu'a un parent, qu'il y ait cet accord de manière à ce que ce n'est pas écrit quelque part, mais qu'il y ait cette entente de manière indirecte. Ce que le parent souhaite pour l'enfant et ce que l'enfant souhaite pour lui-même, qu'il y ait cette intersection. Mais comment cela arrive? C'est comme par exemple quand un jeune garçon va faire la cour à une dame et à la fin il se marie. C'est-à-dire, il y a eu une sorte de contrat mais qu'on ne se rend pas compte. C'est-à-dire, mes intérêts à moi, je les offre à celui qui est devant moi et ses intérêts, il les offre à moi. Et en fait, on essaie de faire je pourrais appeler une 3e valeur. La valeur de A et B qui crée à ce que je peux appeler A, B sans séparer. Très bien. Et est-ce que cela n'a pas d'impact sur ce que vous appelez justement l'éducation formelle et son impact? Ça a de l'impact. Dans l'éducation formelle, il n'y a pas de contrat. Tu dois étudier la mathématique, tu dois étudier. Tu ne dois pas dire non. Tu dois recevoir ce que les parents doivent te dire, tu dois recevoir. Et il y a même un tabou à l'intérieur de l'éducation formelle. Il y a des choses qui te sont réservées à un âge.
Pourtant, avec le défi actuel de l'éducation à l'heure du numérique, il n'y a pas de tabou. Même avant d'atteindre cet âge-là, tu es capable d'accéder à tout est ouvert, tout. C'est pourquoi vous pouvez trouver un enfant de 6 ans qui vous parle de la géographie comme s'il était à l'université. Pourquoi? Parce qu'il a la facilité de tout étudier, tout lire, même s'il ne comprend pas, mais au moins il sait que en France, la capitale, c'est Paris. Un enfant de 5 ans, il peut vous dire ça. Mais de notre temps, ce n'est pas ça, ou du temps que mon père a étudié. Il fallait attendre en 6e année où on parle de capitale de pays, et ainsi de suite. Vous voyez un peu la différence qu'il y a. C'est à ce niveau-là. Aujourd'hui, bon, tout est ouvert. Je peux dire du n'importe quoi, mais c'est ça aussi le grand problème qui se passe aussi dans l'éducation, parce que tout n'est pas aussi bon. Comme je l'ai souligné en parlant de défis de l'écologie et de autres choses, tout n'est pas aussi à prendre. C'est là qu'il faut qu'il y ait un tamis intellectuel, social, spirituel. Ce tamis-là va permettre à ce qu'il y ait une certaine nourriture qui va permettre aux deux de s'enrichir. Parfait. Alors, les défis de l'éducation à l'ère de la technologie, comme vous le dites, les sous-titres « Changeons de stratégie ». C'est quoi le mot que vous pouvez placer sur ces livres avec ces 3 chapitres? Le mot que je peux placer, c'est « Quittons notre éducation datant, une éducation impositive, où on vous impose les choses. Et pour une éducation, je pourrais dire même dialogale, où il y a dialogue. Et aujourd'hui, il y a un terme qu'on utilise beaucoup plus, c'est la coéducation. Nous sommes en train de coéduquer, c'est-à-dire une communauté qui est en train de discourir sur une éducation. Et pour moi, je pourrais même dire, à la place de les défis de l'éducation à l'heure de la technologie, je pourrais écrire un livre qui s'appellerait la coéducation. Et cela résume en fait l'ensemble de mon livre. Qui pourrait être orienté vers les éducateurs, principalement, lorsque vous dites ça? Oui, à un certain point de vue, quand je parle de la le problème c'est que je suis en train de supprimer le sujet de l'éducation. Vous voyez? Okay. Les défis de la technologie suppriment les sujets de l'éducation. Dans le livre, je parle de la désubjectivation. Nous sommes en train de quitter notre sujet vers un sujet qu'on ne sait même pas l'identifier correctement. On ne sait pas l'identifier correctement, mais c'est un sujet que je pourrais appeler fictif. Mais quand on parle de la coéducation, il n'y a aucun sujet à l'intérieur. Il n'y a que l'objet qui est autour de plusieurs individus qui ne sont même pas aussi sujets. Parfois aussi objets. C'est comme la technologie aujourd'hui. En même temps, nous sommes sujets de la technologie. En même temps, la technologie est sujet et nous devenons aussi objets. C'est un peu ça. Et pour finir, si vous recevez des critiques sur ces livres, que diriez-vous? Ah, justement, parce qu'en science ou même en philo, on dit la science évolue par critique. D'ailleurs, c'est ce qui serait plus important pour moi. Quand quelqu'un prend les livres, il les lit et essaye de donner des critiques, pour moi, c'est plus important aussi. Je ne prétends pas, comme j'ai lu dans les livres, avoir le monopole de discourir sur un grand sujet dont je n'ai même pas ce pouvoir-là de dire un mot, mais que j'essaye d'épingler des petites choses et recevoir une critique, pour moi, ça serait plus important et ça va m'aider dans les prochains livres qui vont venir. Alors, les défis de l'éducation à l'ère de la technologie, changeons de stratégie. Faustin Mbouyou, comme je l'ai dit, diplômé de philosophie au grand séminaire CEPOL de Kambikila, mais aussi à l'université de Lubumbashi. Merci à vous pour avoir accepté notre invitation pour participer dans cette émission, pour qu'ensemble nous puissions parler un peu de ces livres. Merci beaucoup et je tiens aussi à remercier vous et M. Valéry aussi. Merci beaucoup, je l'ai dit, le livre s'est édité au niveau de la maison d'édition Lumumba. Merci aussi à la maison Misette Fourniture pour ces beaux décors et cadres pour nous recevoir avec cette émission. Merci à vous de nous avoir regardés au prochain numéro. Au revoir.